Stalker, c'est le 5e et dernier film soviétique, long métrage soviétique d'Andrei Tarkovsky. Et c'est un film dont l'histoire de fabrication mérite peut-être de faire un détour un peu loin dans le temps. Aussi loin que 67 en fait. Je vais commencer encore plus tôt que ce qu'on commence d'habitude quand on parle de ce film. Pourquoi ? Parce qu'en 67, il y a un article qui sort dans la revue L'écran soviétique signé par les frères Strugatsky, qui est un article assez poignant où en fait on voit qu'ils attendent le réalisateur génial qui voudra bien arriver et donner ses lettres de noblesse en fait à la science-fiction en Union soviétique, parce qu'à l'époque, la majeure partie de la science-fiction reste quand même un peu de la série B, et eux, ils espèrent quelqu'un qui va en gros être à la hauteur de leurs espoirs à eux, puisque eux, ils sont des écrivains de science-fiction, mais ils sont extrêmement connus et reconnus, et considérés comme des vrais écrivains à part entière. Donc voilà une petite citation pour donner une idée un peu de l'ampleur de leur attente. Voilà ce qu'ils écrivent. « Un véritable film fantastique sera réalisé chez nous seulement si apparaît un réalisateur, quelqu'un d'intelligent, un connaisseur et amateur de littérature fantastique, comprenant son immense potentiel, un homme talentueux qui saura trouver la voie spécifique du fantastique au cinéma. D'où surgiront de tels réalisateurs, nous ne le savons pas. Mais nous pensons qu'il est incontournable que des artistes intelligents et talentueux en viennent un jour à réaliser les brillantes perspectives qu'ouvre le genre fantastique lorsqu'il est employé dans l'art. » On voit donc qu'il y a une vraie attente chez eux. Et en fait, ils vont à plusieurs reprises s'essayer à écrire des scénarios à partir de leurs propres romans, et ça ne va jamais aboutir. Ils vont d'ailleurs essayer avant Tarkovsky avec Alexei German, un autre grand réalisateur soviétique, et ça n'aboutira pas. Et donc en réalité, leur vraie première expérience d'adaptation cinématographique qui aboutira à un film, c'est bien Stalker, avec Andrei Tarkovsky. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi ? C'est parce qu'en fait, c'est un projet qui va naître très tôt chez Tarkovsky. En fait, le 26 janvier 1973, Tarkovsky écrit dans son journal « Je viens de lire Pique-nique au bord du chemin » des frères Strugatsky. Ça pourrait donner un scénario formidable. Et donc déjà, il a envie de faire ce film, sauf que nous, on connaît la date de fin de fabrication de Stalker qui est 79, donc on voit que c'est très éloigné dans le temps. Il va assez rapidement finalement se décider à travailler avec les frères Strugatsky. D'ailleurs, leur collaboration va être un peu compliquée. Et les Strugatsky diront ensuite on avait conscience d'être tombé sur un génie, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse tout ce qu'il est dans notre pouvoir pour satisfaire ce génie. Mais donc il les a beaucoup fait travailler et réécrire. Et c'est vrai que quand on lit la version originale du scénario qui s'appelle La machine des désirs et qu'on voit le résultat final dans le film, voilà, il y a une grande distance, même s'il y a déjà quelques thématiques qui sont quand même inscrites dans le scénario originel. Mais ce film en fait va être un peu un film maudit chez Tarkovsky. C'est pas le premier film sur lequel il va avoir des difficultés, mais sur celui-là, je dirais que le sort s'acharne tout particulièrement, puisqu'en fait, il va commencer à tourner le film aussitôt que 1977, et il va mettre en fait 2 ans à vraiment pouvoir tourner le film, puisque à plusieurs reprises, le tournage est mis en échec par des problèmes. Alors, quel est le principal écueil ? On va confier à Tarkovsky, à son équipe, une pellicule Kodak, qui était à l'époque en fait plus ou moins une rareté en Union soviétique. On ne les confiait qu'aux projets un peu ambitieux. Sauf que là, apparemment, c'est une pellicule Kodak qu'on ne sait pas très bien maîtriser en Union soviétique. Et donc, partiellement probablement dû au tournage, en tout cas d'après Tarkovsky, c'était aussi partiellement dû au tournage, et surtout beaucoup dû au travail du laboratoire. Tout ce qui a été tourné pendant de longs mois va être perdu, c'est-à-dire va être inutilisable. Il écrit dans son journal qu'il s'agit de 2700 mètres de pellicule, donc c'est en fait 90 minutes de tournée d'utile. Donc c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, c'est ce qui va l'amener à se fâcher avec le chef opérateur Georgi Herberg, qui par ailleurs son acolyte, son bras droit depuis de longs projets, avec qui il aimait beaucoup travailler. Donc il va là-dessus se séparer de lui. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Dans ces cas-là, 2 solutions sont possibles à l'Union soviétique. Soit le projet est complètement abandonné, c'est-à-dire qu'on considère que finalement c'est un raté et ça va être inscrit dans les pertes du studio. Soit on va quand même essayer de faire le film. Là, pour Tarkovsky, on va essayer malgré tout de le financer, ce film, mais sauf qu'il va se retrouver dans la situation où on va lui financer en fait un film, à l'époque on appelait ça en Union soviétique des films en 2 séries, c'est-à-dire 2 fois 1h30, en tout cas des films de plus de 2 heures, où il y a du coup un financement supplémentaire. Mais
c'est là que le bas blesse, ce financement supplémentaire, dans ce financement supplémentaire, maintenant il va falloir faire les 2h30 de film. Donc voilà, Tarkovsky va recommencer à tourner dans des situations extrêmement précaires, avec un budget très amoindri. Et d'ailleurs, dans les bonus, il y a une interview avec le chef décorateur de Tarkovsky sur ce deuxième tournage qui raconte justement toutes les difficultés auxquelles a dû se confronter Tarkovsky. Alors, bien sûr, on voit bien que dans le film, finalement, ça passe tout à fait inaperçu, ce qui est une autre preuve du talent de Tarkovsky, s'il en fallait encore, mais en tout cas d'avoir réussi à se dépêtrer d'une situation très compliquée. Ceci étant dit, c'est pas tout à fait sa première fois, puisqu'il a commencé dans le cinéma comme ça, en arrivant sur l'enfance d'Ivan. Il avait un peu la même situation, puisqu'on lui avait déjà donné un budget tronqué, et il s'était débrouillé pour faire avec ce budget tronqué un film, un long métrage voilà, merveilleux. Donc voilà, un film qui va donc connaître beaucoup de difficultés dans sa fabrication, à tel point qu'en plein milieu, entre les deux tournages, Tarkovsky a un infarctus. Voilà, donc sa santé est impactée. Et c'est vraiment un film dont il écrit lui-même, il écrit beaucoup de choses dans son journal pendant le tournage sur le karma. Enfin voilà, il se demande pourquoi ça ne marche pas. C'est très compliqué pour lui d'arriver au bout de ce projet. La première entrée qui me semblait importante pour parler de Stalker, il y aurait évidemment des milliers de choses à dire, il y a des centaines et des centaines de pages écrites sur les films de Tarkovsky, donc on ne peut pas tout dire, mais on peut choisir quelques clés, voilà, quelques entrées peut-être dans le film. L'une d'entre elles me semble être donc le choix du noir et blanc et de la couleur, hein, puisque Tarkovsky aime beaucoup, et il le fait dans plusieurs de ses films, de passer du noir et blanc à la couleur. Et c'est très intéressant puisque premièrement, Tarkovsky se refuse à faire des passages noir et blanc couleur traditionnels. Qu'est-ce que c'est les passages traditionnels? Ce serait le présent en couleur, les souvenirs en noir et blanc ou les rêves en noir et blanc. Évidemment, tout ça, Tarkovsky le rejette complètement, ce genre de système représentatif traditionnel, et il va inventer les siens, au fond, il va inventer ses propres codes. Mais ce que je trouve toujours très intéressant chez Tarkovsky, c'est qu'il invente ses codes et en même temps, il s'amuse toujours à les détourner ou à les titiller un peu lui-même. Donc là, si on devait schématiser, on pourrait dire le noir et blanc, c'est évidemment tout ce qu'il y a en dehors de la zone, c'est la vie voilà, quotidienne dans laquelle sont plongés les personnages. Et on se souvient tous de cette arrivée dans la zone absolument fabuleuse où tout d'un coup il y a l'arrivée de la couleur avec ce vert, enfin toutes ces tonalités de vert qui vraiment faut une respiration pour les yeux. Et donc on sent vraiment que c'est une libération intérieure et pour le spectateur une sorte de libération sensorielle que d'arriver dans la zone. Donc on se dit que la zone, voilà, c'est la couleur et l'extérieur, c'est le noir et blanc. Sauf que c'est pas si simple. Puisqu'à deux moments, lorsque les trois personnages vont se reposer au milieu de leur voyage dans la zone, il y a quand même deux plans qui sont en noir et blanc. Donc il y a bien des moments où tout d'un coup, ce noir et blanc va ressurgir même au cœur de la zone. Et surtout, bien sûr, il y a ce final absolument incroyable avec la petite fille du stalker, Ouistiti, qui est une mutante, hein, puisqu'elle a été impactée par les voyages réguliers dans la zone de son père. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans ce film, on a vu à un certain moment une sorte de prédiction de Tchernobyl, évidemment, de cette idée de la radiation, hein, qui passe du père à la fille, puisque du coup, la fille porte quelque chose en elle qui est de l'ordre de la zone, liberté et magie. Et donc cette petite fille qui a des pouvoirs magiques et qui en même temps ne peut pas marcher, ben cette petite fille, elle est filmée. Elle apparaît, elle n'est pas tout le temps filmée en couleur, mais il y a plusieurs plans d'elle qui sont en couleur. Et donc qui tout d'un coup nous disent que la segmentation n'est pas si simple, parce que je pense que Tarkovsky tient beaucoup à ça, au fond que le spectateur doit toujours être en train de réinventer son rapport au film, en train de se regarder, en train de se dérouler devant lui, devant l'écran, et ne pas rentrer dans des schémas trop installés, trop théoriques, et trop efficace presque. Donc ça, Tarkovsky s'y refuse. Il y a quelque chose de très important aussi avec cette couleur à la fin, alors qu'on croyait qu'on n'y aurait plus droit une fois qu'on était sorti de la zone. C'est cette idée, et je pense qu'elle est assez chère à Tarkovsky, du miracle effrayant. C'est-à-dire que chez lui, très souvent, il y a des choses qui sont à la fois terrifiantes et miraculeuses. Et cette petite fille, je pense, est une très belle incarnation de ça. Cette petite fille qui, à la fois, a ce visage très doux, qui nous permet d'avoir encore quelques petites bribes de couleurs, donc on est bien content, notre œil de spectateur est bien content d'y avoir droit à la fin du film, et en même temps sa voix qu'on entend en voice-over est un peu inquiétante, ce n'est pas une voix d'enfant, elle a une gravité qui n'est pas celle d'un enfant, et puis il y a évidemment cette capacité magique qui est là de faire bouger les objets, voilà, qui nous dit que quelque chose se joue en elle, d'une liberté qui est celle de la zone, mais aussi
de quelque chose d'inquiétant, d'effrayant qu'on ne contrôle pas, qui est aussi le propre de la zone. Il me semble que c'est peut-être un des films les plus sonores de Tarkovsky, Stalker, donc c'est pour ça que j'ai envie d'y revenir un peu plus longuement. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que quand on lit même une des toutes premières versions du scénario, donc coécrit par les frères Strugatsky et Andrei Tarkovsky, on voit déjà que le son est très présent. Il y a beaucoup de descriptions qui se concentrent sur le son, sur les sons qu'on entend, sur les espèces de cliquettements métalliques, un peu électriques, des objets et des choses qui nous disent que la zone est vivante. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très très présent. Alors pourquoi effectivement ce son il est tellement important dans le film? Je dirais que parce que plus encore que dans Solaris, c'est vrai que Tarkovsky nous propose avec ce film une tout à fait autre version de ce que peut être le cinéma de science-fiction. Hein, je crois que vraiment ça, il faut vraiment insister dessus, c'est un film qui réinvente ce que c'est la science-fiction, au fond, puisque c'est un film où il n'y a pratiquement rien qui relève de la science-fiction. Je me suis amusée à compter les moments un peu magiques dans le film, il y en a très très peu. Et pourtant, on est convaincu d'être dans un lieu autre. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on est convaincu d'être dans un lieu comme ça, étrange, vivant, animé d'une sorte de vie qu'on ne comprend pas bien? Eh bien, c'est énormément par le travail du son. De ce point de vue-là, peut-être la séquence... Il y a deux séquences particulièrement, pour moi, parlantes dans le film. La première, c'est bien sûr l'arrivée dans la zone. C'est ce très très long plan avec les trois personnages sur la draisine. Enfin, c'est pas un plan, c'est plusieurs plans, pardon. C'est cette très longue séquence plutôt d'arriver dans la zone sur la draisine en noir et blanc. Et le travail du son est absolument phénoménal dans cette séquence, puisque d'abord on entend simplement le bruit mécanique de la draisine. Et puis peu à peu vont s'entremêler dans les sons réalistes de la draisine qui avance, des sons électroniques, des espèces d'échos de bruit déformés, et petit à petit, la bande-son va se transformer en musique. Et c'est aussi, donc c'est essentiellement par le son qu'on nous est raconté l'arrivée dans la zone. D'ailleurs, si vous vous souvenez de ces plans-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On voit rien. On voit les crânes et les visages un peu comme ça de très près, en trois quarts d'eau des personnages. Ce qui est derrière eux est essentiellement flou, donc on ne voit pas l'arrivée dans la zone. L'arrivée dans la zone nous est racontée par le son. Et petit clin d'œil, on pourrait dire de Tarkovsky, qu'est-ce qui est au centre de l'image pendant toute cette séquence? Ce sont les oreilles des personnages. Donc Tarkovsky est bien en train de nous dire, c'est là que ça se passe, c'est au niveau de l'oreille, c'est au niveau de l'audition que ça se passe. Et ensuite, on va avoir justement cette arrivée dans la zone en couleur. Donc ça y est, le voyage est terminé, mais le voyage s'est fait par les oreilles, par le son. Un autre exemple que je trouve très très parlant dans le film, c'est le hachoir. Quand les personnages, vous vous souvenez, doivent passer dans une sorte de tuyau comme ça, très effrayant, le fameux hachoir dans lequel ils risquent de mourir. Et là vraiment, c'est un des moments dans le film où je dirais que la peur des personnages et du spectateur est un peu à son comble. Et ce hachoir, c'est quoi? C'est un tube métallique. Voilà. Si on le regarde et si on éteint le son dans cette séquence, bon, on voit un tube métallique dans lequel doivent passer les trois acteurs. Et qu'est-ce que fait Tarkovsky? En fait, si on regarde attentivement ce qu'il fait, à chaque pas que font les personnages, le son est différent. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'à chaque pas, tout peut se passer, tout peut basculer. Et le danger, voilà, il est dans chaque pas, dans chaque son produit par un pas. Donc là, c'est vraiment, ça nous raconte justement comment cette centrale électrique désaffectée qu'utilise Tarkovsky pour le tournage du film va être complètement transcendée, sublimée par le travail du son qui va transformer ce lieu en un lieu de science-fiction. Et donc je pense que là, Tarkovsky vraiment propose quelque chose qui ensuite va influencer, va un peu essaimer dans le cinéma mondial même, sur la manière de faire de la science-fiction. Ce que dit Artemiev, justement, c'est que quand qu'il a rencontré pour la première fois Tarkovsky, donc au moment de Solaris, Tarkovsky lui a dit « Je n'ai pas besoin d'un compositeur de musique, j'ai besoin de quelqu'un qui écrive la musique des bruits pour mon film. »
Voilà. Et je pense que vraiment dans ce film-là, peut-être plus que dans tout autre, c'est vraiment ce qu'ils ont fait tous les deux. Et donc la bande-son est quand même dans ce film tout à fait phénoménale et mérite qu'on s'y attarde et qu'on y fasse particulièrement attention. Troisième entrée dont j'avais envie de parler, c'était parler un petit peu de la zone. Cette zone qui s'écrit avec un Z majuscule. Dans tous les textes, on parle de Stalker. La zone, c'est cet espace donc magique, où il s'est passé quelque chose, on ne sait pas d'ailleurs très bien quoi, le texte d'entrée du film le dit, hein, il y a eu une météorite ou pas une météorite, on ne sait pas très bien, en tout cas cette zone qui a des pouvoirs magiques. Et c'est une figure en fait qui revient de façon très récurrente dans les films de Tarkovsky, c'est cette idée de la conscience supérieure, d'une sorte d'être pensant qui nous dépasse, mais qui n'est pas toujours, justement chez Tarkovsky, Dieu. Ça peut être autre chose. Et donc évidemment dans Solaris c'était l'océan, ici c'est la zone. Et donc, j'ai déjà pas mal parlé justement de comment Tarkovsky se débrouille pour rendre cette zone vivante, hein, pour nous donner la sensation que cette zone, elle a une vie propre, une logique propre, et qu'elle regarde les personnages. Alors, évidemment, ce qui va aussi créer cette sensation de vie, ou en tout cas d'un espace irrationnel, étrange, changeant, c'est aussi évidemment la mise en scène et la narration. C'est-à-dire que par exemple, on peut se souvenir de ce passage assez fabuleux où les personnages font une boucle sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'ils partent d'un endroit, on les voit avancer, 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 et puis ils arrivent au même endroit où l'un des trois était resté voilà, en arrière avec son sac à dos. Donc on se rend compte que finalement l'espace a l'air d'être irrationnel, on voit très bien comment c'est assez facile à faire entre guillemets en termes de tournage, et c'est la narration du coup qui vient nous raconter que cette zone, elle prend des décisions, elle mène les personnages un peu là où elle veut. Mais il y a autre chose qui est très intéressant, je dirais, sur cette zone, c'est évidemment ce qu'il y a au cœur de cette zone. C'est la fameuse chambre des désirs. Qui d'ailleurs initialement n'était pas une chambre, qui est devenue peu à peu une chambre des désirs, où on rentre et où on va demander quelque chose. Alors on voit bien qu'aller demander quelque chose, c'est clairement la prière, c'est une sorte de métaphore de la prière. D'ailleurs, l'écrivain, quand il va refuser de rentrer dans la chambre des désirs, il va dire « vous ne voyez pas comme c'est humiliant de prier ». Donc il a très bien compris qu'il s'agit d'un geste qui est très proche de la prière religieuse. Mais en même temps, c'est autre chose qui se joue là. Et ça, c'est très intéressant justement dans la manière dont Tarkovsky conçoit cette conscience supérieure, et qui n'est pas tout à fait Dieu du coup, hein, qui est un peu autre chose. C'est que cette conscience supérieure, que ce soit dans Solaris par exemple ou dans Stalker, elle vient nous interroger, elle vient un peu questionner ce qu'il y a de plus profond en nous et ce qu'il y a souvent d'inconscient en nous. Si vous vous souvenez, dans Solaris, l'océan aller puiser quelque part dans la conscience coupable de Kelvin, Harry, hein, sa femme qui s'était suicidée et qui n'avait pas réussi à sauver au fond parce qu'il avait été trop négligent avec elle. Donc l'océan vient chercher l'image de cette femme quelque part au fond de son subconscient, alors que lui refuse, il n'en veut pas de cette image qui lui rappelle sa culpabilité, et cette image pourtant va venir le hanter encore et encore et encore. Et bien là, c'est la même chose. Au fur et à mesure que le film avance, on va comprendre que cette zone et cette chambre des désirs ne répond pas aux désirs formulés, mais à ce qu'il y a de plus viscéral en nous. Évidemment, on va le découvrir avec l'histoire de Porc-Épic, ce personnage, cet autre stalker qui est allé avant dans la zone et qui est allé entrer dans la chambre des désirs pour demander à ce qu'on lui rende son frère qui est mort dans le périple pour essayer d'arriver jusqu'à la chambre des désirs. Et quand il rentre chez lui, il devient immensément riche. Ce qui lui raconte à lui-même, au point qu'il se suicide, qu'en fait, son désir le plus viscéral n'était pas du tout de retrouver son frère, mais bien de devenir aussi riche que possible. Voilà, donc cette chambre, finalement, et c'est là que je reviens à cette idée de miracle un peu effrayant, hein, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose de miraculeux et de puissant, mais ce miracle, il n'est pas forcément commode pour l'homme. Hein, il peut être extrêmement terrifiant parce qu'il lui montre quelque chose de lui-même qu'il n'a pas forcément envie de voir. C'est une sorte de face-à-face avec soi-même, imposée par cette conscience supérieure, voilà, qui va être celle donc imposée ici encore par la zone. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez comme parfois les choses tournent. Tarkovsky, évidemment, qui est profondément malheureux d'avoir dû recommencer le tournage entièrement du film, au fond, à cause donc de cet échec technique, eh bien, ça va lui donner en même temps l'occasion en fait, de retravailler son projet. Et si on en croit les témoignages de tous ceux qui ont travaillé sur la première version du tournage, le personnage du stalker était très différent dans cette première version. C'était une sorte de bandit.
de quelqu'un de très décidé, de très comme ça viril, qui a imposé sa volonté aux autres, enfin voilà, qui était là aussi, si on en croit par exemple le scénario originel, là pour l'argent et pour ses propres besoins. Et le fait de devoir retourner en tournage plusieurs mois après va permettre à Tarkovsky, aux frères Strugatsky, de complètement repenser le projet. Et là, il y a une citation que j'ai envie de lire parce qu'elle me semble très très intéressante. On est en décembre 1977, donc à la fin du premier tournage et avant le deuxième. Et voilà ce qu'écrit Tarkovsky. Il écrit « En ce moment, Arkady Boris Strugatsky tente de réécrire entièrement le scénario à cause du nouveau Stalker, qui ne doit pas être une sorte de trafiquant de drogue ou de braconnier, mais un serviteur, un croyant, un fidèle de la zone. » Donc vous voyez que le personnage du Stalker a totalement changé du coup dans la conception de Tarkovsky entre les deux versions. Et effectivement, ça va totalement changer aussi le propos du film, bien sûr. Puisque le Stalker ne va plus du tout dans la zone pour lui-même, il y va pour espérer offrir quelque chose de l'ordre d'une foi et d'un espoir aux autres, et qu'il y va donc de façon comme ça altruiste, et dans cette idée de permettre cette confrontation avec soi-même aussi aux autres, hein, qui est du coup plus du tout le personnage originel, et qui vient raconter tout à fait autre chose. Et là, pourquoi ça me semble aussi particulièrement intéressant, c'est que on voit tout d'un coup apparaître aussi dans Stalker, tel qu'il est aujourd'hui, tel que le film a été finalement finalisé, quelque chose de similaire, il me semble, avec une des grandes problématiques, ou une des grandes thématiques de l'œuvre de Tarkovsky. D'une part, sur la force des faibles, hein, ça c'est quelque chose qui obsède beaucoup Tarkovsky. D'ailleurs, au même moment où les Strugatsky sont en train de réécrire le scénario, lui, il note dans son journal une citation de Lao Tzu sur la faiblesse et la force. Et cette citation, en fait, elle est prononcée dans Stalker par un des personnages. Donc c'est quelque chose qui est très important à ce moment-là, présent à son esprit. Et aussi, une autre chose, c'est que chez Tarkovsky, il y a cette idée qu'on tente d'apporter quelque chose aux hommes. En général, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas du premier coup, voire ça ne marche pas du tout. Et pourtant, il faut recommencer. Il faut recommencer ce geste, même s'il est parfois désespéré, mais il faut le recommencer quand même. Et si vous pensez par exemple à Andrei Roublev, c'est bien ça l'histoire du film. Hein, c'est l'histoire de quelqu'un qui peignait pour les hommes, pour leur offrir une fête, qui est déçu par les hommes et qui arrête complètement de peindre, et qui à la fin du film va retrouver la force de créer, quand bien même, peut-être, ça ne sauvera pas l'humanité. Il a bien compris ça, mais pourtant, il a retrouvé la force de créer. Et dans Stalker, l'écrivain, il explique que lui, quand il a commencé à écrire, il espérait changer les hommes, mais c'est les hommes qui l'ont changé. Donc finalement, ce qu'il raconte, c'est très très proche de la première partie de Roublev, hein, de ce personnage qui perd espoir. Et ce que dit le Stalker à la fin du film, ça y ressemble beaucoup aussi. Il dit « à chaque fois je les amène et à chaque fois ils ne rentrent pas dans la chambre ». Et on comprend qu'en fait, à chaque fois qu'il recommence ce périple en fait se termine par un échec, et pourtant, il faut recommencer à chaque fois. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est essentiel dans l'œuvre de Tarkovsky, cette idée que la route en vaut quand même la chandelle. Le chemin, le parcours, l'effort en vaut quand même la chandelle. Et évidemment, ça nous prépare à ces films suivants, et particulièrement, bien sûr, à Nostalgia, où il va falloir traverser cette fameuse piscine avec une bougie à la main, et puis bien sûr au sacrifice, où il faudra tout sacrifier, même si peut-être on s'est trompé, peut-être que ce n'était pas nécessaire, mais il va quand même falloir le faire. Voilà, donc cette idée de l'effort vers les autres, de l'effort sacrificiel vers les autres, même si on n'est pas sûr, voire on est presque sûr que ça ne donnera rien, ça c'est quelque chose qui est, je pense, très central dans l'œuvre de Tarkovsky. Alors la dernière entrée que j'avais envie de faire dans le film, c'était, je l'ai intitulé pour moi « Tout périple est un périple au cœur de soi-même ». En tout cas, tout périple chez Tarkovsky est un périple au cœur de soi-même. Je crois que ça, c'est quelque chose qui vraiment est très insistant dans ce film-ci, et qui va l'être de plus en plus peut-être encore dans les films suivants, qui était d'ailleurs très préparé par le film précédent, puisque c'était Le Miroir, qui était véritablement un périple au cœur de soi-même, une enfilade de souvenirs pour raconter la vie d'un homme. Et on le retrouve vraiment ici. Alors, bien sûr, pourquoi périple au cœur de soi-même? Premièrement, parce qu'il y a quelque chose de très paradoxal et très beau, je trouve, dans cette invention, qui est que la zone est fermée par des barbelés, mais cette zone, elle est à l'intérieur du pays dans lequel on vit, elle n'est pas à l'extérieur. Donc vous voyez bien que rien que cette invention-là, elle nous dit bien que ce qui est difficile à atteindre, c'est bien au cœur de nous-mêmes, c'est pas quelque part loin à l'étranger, je ne sais pas où, c'est là que ça se trouve. C'est évidemment aussi très politique, hein, cette zone
enfermé par des barbelés, on tire à vue toute personne qui tente de s'approcher. On voit bien comment ça nous renvoie évidemment à l'époque soviétique, mais à tout régime répressif, comme le fait souvent Tarkovsky. Et c'est assez beau puisque ça nous dit que malgré tous les interdits, il est toujours possible de se faufiler. Voilà, ça commence par là le film. On se faufile dans cette zone qui est au cœur donc d'un pays, et c'est là qu'il y a quelque chose à découvrir, la vérité d'une certaine manière, hein, avec un V majuscule. Et je trouve qu'il y a quelque chose du coup là de très fort dans cette... Alors évidemment cet espace de la zone qui est un peu un espace halluciné, fantastique hein, bien sûr, il s'apparente de ce fait-là aussi à un espace mental. On l'a beaucoup vu dans Le Miroir où on passait d'une temporalité à une autre très facilement. Ici aussi la temporalité boucle, est irrationnelle, les espaces s'allongent ou se raccourcissent en fonction d'émotions ou d'état des personnages. Donc on voit bien que cet espace de la zone, on pourrait tout à fait l'interpréter comme un espace mental, donc voilà, comme un périple bien au cœur de sa propre psyché, au cœur de sa propre conscience, on pourrait dire. Et il y a autre chose qui est, je pense, très très présent chez Tarkovsky et qui est particulièrement peut-être présent dans ce film-là aussi. Serge Danet disait de Dostoïevski qu'on reconnaissait toujours les personnages de Dostoïevski à leur urgence à comprendre le sens du monde. Qu'il n'y avait rien de plus urgent que les personnages de Dostoïevski, ils étaient toujours en train de faire quelque chose et puis s'interrompaient pour... discuter du sens du monde, parce qu'en fait c'était plus urgent que d'aller sauver quelqu'un, d'aller faire une chose, d'aller parler à quelqu'un, faire une action, etc. La chose la plus urgente au fond, c'était de savoir ce que ça voulait dire de vivre. Et ça, je pense qu'en ça, évidemment, Tarkovsky est éminemment dostoïevskien. Bien sûr, dans ce film-là, c'est vraiment très frappant, puisque tout le film, les personnages sont en périple, ils sont en danger de mort, en tout cas, ils le croient, et pourtant, sans cesse, ce qui se passe, c'est qu'ils s'arrêtent et ils se mettent à discuter du sens de la vie. Et cette manière de discuter du sens de la vie, du coup, dans ce film, je trouve particulièrement, n'est pas du tout sentencieuse, n'est pas du tout de la philosophie de comptoir, comme ça pourrait facilement l'être, mais ça devient justement, on sent cette urgence chez les personnages, on sent vraiment trois points de vue extrêmement différents sur le monde, qui sont ceux des trois protagonistes, et on sent qu'il n'y a rien de plus urgent, au fond, que de discuter de ça. Peut-être le moment de ce point de vue-là le plus émouvant, c'est justement celui où l'écrivain, après avoir manqué de mourir, après le passage dans le hachoir, revient un peu à lui, il est un peu tremblant, il a les larmes aux yeux, mais au lieu de dire « j'ai failli mourir, j'ai eu peur », il s'assoit, il se met à parler de ce que c'est que d'être écrivain pour lui, et comment c'est une souffrance d'être un écrivain, et comment finalement ça ne marche pas pour lui, etc. C'est-à-dire que finalement ce qui sort, c'est toujours ça, c'est toujours au fond, quelle est ma place dans la vie, à quoi je sers, qu'est-ce que ça veut dire d'être là, etc., etc. Et donc ça c'est quand même quelque chose de très, très frappant, je trouve, dans le film, ce sentiment d'urgence des personnages, plus que toute autre chose, à savoir ce que ça veut dire de vivre.